Jean-Claude Gaubé, chef de l'opposition officielle et chef du parti Action Laval, est arrivé au Canada il y a plus de 40 ans. Père et grand-père, un grand sportif ayant à son palmarès plusieurs marathons, il est résident de Laval depuis 1999. Intéressé par la politique, M. Gaubé a commencé à travailler dès 1975 avec M. Jérôme Choquette, qui était à cette époque le ministre de la Justice et de la Sécurité publique sous le gouvernement de Robert Bourassa. M. Gaubé a franchi les échelons pour devenir l'un de ses conseillers politiques. En 1985, il est élu député de la circonscription de La Fontaine. Il a accompli 4 mandats comme début de l'Assemblée nationale, durant lesquels il a rempli de nombreuses fonctions parlementaires au Québec et à la francophonie internationale. Considérant la situation vécue par les Lavallois avant l'élection de 2013 et ayant bien évalué ce que pense la population de la classe politique, Jean-Claude Gaubé a décidé de mettre son expérience au service des citoyens de Laval. Il fonde alors, en avril 2013, quelques mois seulement avant l'élection de novembre, le parti Action Laval. Candidat à la mairie de Laval en 2013, Jean-Claude Gaubé et son équipe obtiennent le 2e score au scrutin. Il devient alors chef de l'opposition officielle, le premier à Laval depuis de nombreuses années. Bonjour, M. Gaubé. Bonjour, madame. Ça fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui et de m'adresser à vos auditeurs, vos téléspectateurs. Bienvenue. Tel que mentionné dans votre biographie, en 2013, vous avez considéré la situation et les perceptions des Lavallois par rapport à la classe politique. Explique-nous la situation en 2013, les raisons qui vous ont mené à fonder votre parti. Est-ce que ces raisons sont encore pertinentes aujourd'hui ou bien vous allez apporter des modifications à vos projets électoraux pour les élections en 2017? Écoutez, à l'époque, je regardais la situation, là, ayant fait presque 20 ans à l'Assemblée nationale du Québec, ayant pris un peu de recul, mais ne m'étant pas représenté pour mon 5e mandat, je regardais ce qui se passait à Laval et je me disais, mais Gilles Vaillancourt avait été arrêté. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est qui se passe dans notre ville, une ville de 400 et quelques mille habitants, avec 750 à 800 millions de dollars de budget. C'est quelque chose qui est aberrant, qui n'est pas normal. Alors je me suis mis à regarder aussi qu'est-ce qu'il y avait autour, quelles étaient les alternatives. Comme tous les payeurs de taxes, je ne voulais pas que tous les habitants de Laval, que la ville parte dans des mains inexpérimentées ou qui recommenceraient les mêmes problèmes ou les mêmes situations désolantes que nous avions connues avec Gilles Vaillancourt et après le dénommé Duplessis qui l'avait remplacé. J'ai réfléchi, puis je n'étais pas très décidé, sauf que M. Lapierre, Jean, en a parlé à la radio, 98.5 FM, ça s'est emballé. D'autres journalistes m'ont rappelé, et là j'étais dans l'obligation de réfléchir sérieusement, et non pas seulement en parole. Et consulter d'autres personnes, bien au fait de la chose politique, mais aussi des citoyens que je rencontrais un peu partout et que j'avais quand même une certaine notoriété, ayant été député pendant, comme vous le savez, une vingtaine d'années. Et à un moment donné, j'ai dit, d'accord, je vais relever le défi. C'est bien beau juste de parler, de rester en arrière, mais des fois, il faut avoir le courage de ses paroles. Des fois, il faut avoir le courage de ses paroles quand c'est nécessaire. Oui. Et j'ai donc quitté cette petite vie, cette belle vie que je faisais, douillette, comme retiré de l'Assemblée nationale, qui faisait des conférences internationales un peu pour la francophonie, la démocratie, à l'étranger, dans certains pays d'Afrique, enfin souvent sur la France, en Europe, pour me lancer dans le chaudron politique, encore une fois. Et c'était 5 mois avant les élections. Oui. Je connaissais personne, vraiment d'impliquer dans le milieu politique lavallois. J'avais une certaine notoriété par les journaux montréalais qui parlaient de moi.
lorsque j'étais député, quand j'étais au ministère du Travail, quand j'avais la francophonie, dans d'autres choses. Mais je partais de rien. Et j'y croyais, et donc on a créé ce parti avec 3 personnes au départ, avec moi. Tranquillement, d'autres gens sont venus se greffer. Il a fallu trouver des candidats, des candidates. Il a fallu aussi faire un programme, une plateforme. Il a fallu que je me lance dans l'étude des budgets de la ville, des règlements de la ville, que je découvre toute la multitude des organismes communautaires, des organismes environnementaux, enfin, connaître vraiment la ville. Hein, et tout ça en quelques mois avant les élections. C'est exactement la question que je voulais poser maintenant. Après seulement quelques mois, le parti Action Laval s'est rapidement démarqué des autres partis qui étaient déjà depuis des années à Laval. En quoi, Jean-Claude Gobet et votre équipe, vous vous êtes démarqué des autres partis? Écoutez, d'abord, comme je le disais précédemment, et c'est bien que vous me le re-questionnez, j'ai cette expérience. J'ai commencé en 1974, en novembre 1974, avec le ministre de la Justice, Jérôme Choquette, un grand homme politique québécois. Rappelons-le pour les gens qui ne le sauraient pas ou ceux qui l'auraient oublié, c'est l'homme qui a fait au Québec la Charte des droits et libertés, qui a créé l'aide juridique, les petites créances, la loi sur les femmes victimes de violences. C'était un grand réformateur. C'était un homme qui avait étudié énormément en France, en Angleterre, au Canada, au Québec. Et il m'a formé. Et grâce à lui, j'ai découvert tout ce monde politique québécois, canadien. Et j'étais à l'époque, c'était M. Bourassa, une première fois. Et j'ai découvert là aussi un homme ouvert d'esprit, qui avait une attention particulière tout le temps pour les citoyens. Lorsqu'il me disait, des fois, que moi j'étais jeune, j'étais un peu plus fougueux ou fringant, je disais, on n'avance pas assez vite. Il disait, Jean-Claude, avant de prendre une décision qui va toucher la vie des gens, je veux être sûr que ceux qui vont être touchés, parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, il y a quelque chose qui va arriver pour eux de positif aussi. Parce que c'est bon pour l'ensemble, donc que ça soit aussi bon pour eux. Et donc c'est cette attention, cette considération pour les citoyens que j'ai appris de M. Bourassa à ce moment-là, mais aussi la rigueur, l'intégrité, le respect des lois, mais aussi la défense des plus pauvres et des plus démunis avec M. Choquette, avec ses lois, l'aide juridique, les petites créances. C'était à l'époque pour permettre aux gens qui n'avaient pas d'argent d'aller se défendre en cours ou d'aller faire valoir leur cause, parce que même s'ils n'avaient pas d'argent pour se payer un avocat, et c'était une révolution au Québec, parce qu'avant ça, si vous n'aviez pas d'argent, vous ne pouviez pas poursuivre. Si la personne que vous vouliez poursuivre, ça soit un homme d'affaires, un commerçant ou n'importe qui d'autre, parce que lui avait de l'argent pour se payer un avocat et vous n'en aviez pas. Et c'est dans cette ambiance que j'ai été élevé au Québec, que j'ai vécu au Québec et que j'ai fait mes premières armes. Je me suis affermi comme homme avec ces grands principes-là. Et c'est sûr qu'après ça, avec toute ma carrière qui a suivi, bien, j'ai acquis une vision de la société, comment elle devrait être, comment elle pourrait être. Et les gens l'ont remarqué très rapidement que j'avais un certain nombre de qualités, d'atouts pour diriger la ville de Laval et faire des bonnes choses pour eux. C'est pour cela que vous dites Action Laval est un parti d'ouverture? Un parti d'ouverture parce qu'on est ouvert à tous. Ce n'est pas un parti qui est dépendant d'abord d'autres partis politiques, soit provinciaux ou fédéraux. Les gens qui viennent, quel que soit le parti dans lequel ils peuvent voter, pour lequel ils peuvent voter à ces niveaux-là, provincial, fédéral, sont bienvenus, sont mes citoyens, sont les citoyens de Laval, donc sont bienvenus. Mais moi aussi, je dois être à leur écoute et travailler avec tout le monde. Oui. Ça, c'est l'ouverture. L'autre plus grande ouverture, c'est la diversité de l'origine de nos compatriotes, de nos concitoyens lavallois. Et il faut éviter, là encore, de tomber dans des clivages avec un groupe, avec l'autre groupe. Il faut savoir résister aux pressions de certains courants pour que tout le monde se sente chez eux, particulièrement les jeunes issus des communautés. Moi-même, qui est immigrant français,
M. Choquette m'a ouvert la porte. Je suis devenu rapidement un collaborateur et un conseiller avec lui au gouvernement du Québec, à l'opposition par la suite, et je suis devenu un député. Donc on m'a donné cette chance de me former, de me préparer et de jouer un rôle dans notre société. Et moi, quand je dis d'ouverture, que ce soit des jeunes hommes, des jeunes femmes, en particulier issus des communautés ou des Québécois, on est tous des Québécois d'ailleurs, mais qui viennent de différents courants culturels, bien, la porte est ouverte, sans distinction de couleur, de race, d'orientation sexuelle, de religion. Ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est la loyauté, l'honnêteté, l'intégrité, le désir de vouloir servir ses compatriotes et ses concitoyens. Monsieur Gauvé, vous avez mentionné dans votre discours qu'il est grand temps de placer le citoyen, l'être humain, au cœur de l'action municipale. Comment vous allez encourager les Lavallois pour se sentir impliqués dans leur municipalité? Alors, lorsque je dis ça, c'est un peu plus vaste. L'action municipale, ça doit être basé sur les citoyens. Lorsqu'on dirige une ville, lorsqu'on aspire à être maire ou à être conseiller municipal, il faut avoir en tête qu'on va là pour s'occuper des gens. S'occuper des gens, ça veut dire quoi au municipal? D'abord, c'est s'assurer qu'ils aient les services nécessaires, les services de base, les services de voirie, les services de transport en commun, la sécurité publique, des services, on est au Québec, alors de déneigement adéquat, des trottoirs qui sont déglacés, où les gens ne tombent pas, les services culturels, des services de loisirs sportifs, et aussi tenir compte qu'il y a une partie de notre société lavalloise qui est un peu moins prospère que d'autres, et avoir une attention particulière pour eux, pour pas qu'ils se sentent laissés pour compte. Ainsi que votre engagement en tant que chef de l'opposition et en tant que futur maire? Tout à fait. Oui, parce que sans cela, je ne vois pas pourquoi j'irais me représenter dans ce chaudron politique, vous savez, qui est très exigeant, dans lequel les vies de famille disparaissent. Et je pense que si ce n'était pas avec cette idée-là de vouloir faire cette action, je pourrais faire certainement d'autres activités politiques ou professionnelles. Mais je crois à ce que je dis et je pense que ça doit être fait. Et malheureusement, ça ne se fait pas. Cette attention, les citoyens d'abord, le citoyen en premier. C'est juste pour ça qu'on veut, d'après moi, être quelqu'un qui va diriger une ville. Pas pour d'autres choses, pas pour faire de la politique, pas pour se faire photographier, pas pour faire des grandes fêtes. Et puis, c'est pas pour ça. On va là parce qu'on y croit et parce qu'on veut le faire et parce qu'on sait qu'on va le faire. Monsieur Gauvé, depuis environ 3 semaines, vous avez réagi aux récentes données sur l'emploi dans les régions du Québec, car Laval a perdu malheureusement 16 500 emplois en 2 ans. Et vous avez affirmé que Laval va à reculons alors que les autres régions urbaines du Québec vont de l'avant. À votre avis, quelles sont les raisons de ce recul? Et comment vous pensez réagir pour faire de Laval une ville d'opportunité, sachant que Laval est une région économique et comptant beaucoup de jeunes qui sont hautement scolarisés et spécialisés? Mais écoutez, c'est malheureux, hein, c'est 16 500 emplois, des emplois pour des gens qualifiés dans beaucoup de secteurs, d'autres emplois pour des gens qui ont moins de qualifications. Alors, c'est quelque chose qui est un vrai drame pour ces gens-là. Ça s'explique comment? C'est un fiasco de l'administration actuelle. Nous avions avant Laval Technopole, qui était un organisme qui faisait du développement économique, qui fonctionnait relativement bien, qui avait besoin d'un certain nombre de changements, d'ajustements. On l'a annulé et on a transféré tout ça à la ville, à l'administration de la ville. Oui. Et j'ai toujours pensé, par mon expérience politique, que les fonctionnaires, les gens qui étaient fonctionnaires n'étaient pas les meilleurs pour développer l'économie. Ils sont là pour souvent administrer ou gérer des services ou de l'administration. Et comment vous allez vous-même agir? Alors, il faut recréer un service de promotion économique qui dépendra de la ville, bien sûr, mais qui aura sa propre autonomie et avec des missions et des objectifs bien précis.
Ça, c'est une des premières choses. J'aurai l'occasion de l'expliquer plus tard dans la campagne électorale. Deuxièmement, nos commerces de proximité ici. Vous promenez-vous dans les rues de Laval, vous allez voir le nombre de vitrines dont les commerces sont fermés. Vous allez voir des bureaux, des étages complets qui ne sont pas loués. Alors ça veut dire qu'il y a moins de gens qui travaillent, donc il y a moins de gens qui vont dans les commerces. Parce que si on travaille à Laval, eh bien le midi, on descend dans les petits restaurants, on va dans les magasins, et des choses comme cela. Le seul moteur vraiment économique qui fonctionne au niveau du commerce, qui crée des emplois, c'est le Carrefour Laval, mais c'est un centre régional qui est là depuis 30 ans. Alors, et les seules choses qui ont été annoncées pour le développement économique par le maire, qui les annonce, c'est des projets qui ont été initiés et commencés sous l'ancienne administration de l'ancien maire Vaillancourt. Depuis ce temps-là, c'est le désert total. Or, il y a des petites choses qui arrivent à l'occasion, mais c'est une goutte d'eau dans l'océan. Il n'y a pas réellement de stratégie économique. Il y a une stratégie de communication. On dépense des millions, 900 000, 600 000. On engage du personnel à la ville pour parler d'économie. Mais dans la vraie réalité, il n'y a pas d'action. Et la preuve, c'est que toutes les régions, ou presque toutes les régions du Québec, l'activité économique a augmenté, les emplois créés ont augmenté, et à Laval, mais y compris à Montréal, d'accord, et à Laval, ben, on en a perdu 16 500. Pas besoin de l'expliquer plus. La réalité nous arrive en plein visage. Mais ça fait 3 ans que je le disais. 3 ans que c'était écrit dans les différents journaux, que je dénonçais ça, et je faisais rire de moi. Alors voilà, on voit la réalité. Mais généralement, je ne parle pas pour rien dire. Vous avez pensé que le projet de réseau électrique métropolitain doit aller de l'avant, car il est fondamental pour la couronne nord de Montréal et surtout pour Laval, car de nombreux Lavallois sont souvent pris des heures dans la circulation. Et vous avez demandé un échéancier serré qui devrait être respecté. Où est-ce qu'on est rendu dans ce projet? Mais écoutez, tout le monde a pu le suivre dans les journaux et mes interventions, bien sûr. Voilà un projet qui est extrêmement structurant, un projet qui est novateur, qui va être construit pour les 20, 30, 40, 50 ans du futur, d'accord? Et malheureusement, on assiste encore une fois au Québec, dans la région de Montréal, à une tentative de paralysie. On l'a vu pour le métro qui devait aller à Montréal-Nord, qui devait aller à Ville-d'Anjou. On l'a vu dans le cadre du métro de Laval qui a failli déraper 2-3 fois. On l'a vu pour le pont de la 25 qui a pris 30 ans pour se réaliser, alors qu'aujourd'hui c'est un succès, il décongestionne tous les ponts. Et là maintenant, on recommence avec ce projet-là. C'est de la petite politique. Il y a toujours des gens qui vont se servir de ces projets-là pour se faire du capital politique ou faire des commissions et des commissions où on parle, on jase, on argumente. Il n'y a rien qui se fait. Et 10-15 ans après, il n'y a encore rien qui a été fait. Vous avez déposé l'échéancier serré quand vous avez dit que c'était en 2020. Oui. Donc, est-ce que vous pensez que ça va se réaliser en 2020? Bien, moi, j'ai été quand même assez satisfait d'entendre le premier ministre Couillard du gouvernement du Québec qui était à Davos lorsque cette histoire que c'était pas un bon projet, qu'il fallait l'arrêter et tout ça, ou le geler, est sortie. Moi, j'ai pris ma position et la journée même, je ne pense pas que c'est à cause de ma position, mais le maire Coder l'a prise et moi, j'ai pris la même position publique dans laquelle on dit le projet doit se réaliser, le projet doit se faire, il est bon pour les gens de la Couronne Nord, il est bon pour les Lavallois, il est bon pour la grande région métropolitaine. Et ça ne doit pas connaître le même sort que les autres projets. Le Québec, on est les champions de parler, d'annoncer des choses et de ne jamais les faire. Bien, il faut les faire, il faut les réaliser, il faut avoir le courage d'agir, parce que si on a une vision, tout le monde va comprendre que ce projet-là est important pour maintenant, mais aussi pour le futur. Le budget 2017, déposé par l'administration du maire Demers, prévoit une augmentation moyenne des taxes municipales de 1,4 %. Sachant que cette hausse est la troisième en 3 budgets de cette administration, 3,2 en 2015, 1,9 en 2016, pour un total moyen de 6,5 % d'augmentation. Monsieur Gauville, à votre avis, pourquoi cette surtaxation
Et si vous arrivez au pouvoir, qu'est-ce que vous allez faire? Écoutez, c'est le fruit d'une gestion par quelqu'un qui n'a pas de vision et qui n'a pas d'expérience de la politique. C'est le fruit d'une organisation bureaucratique. On engage du personnel, d'accord? On dépense pour faire des fêtes. On fait même une fontaine devant l'hôtel de ville pour 2 200 000 $. On met des montants d'argent phénoménaux dans les fêtes du 50e et on engage des gens dans les services de la ville, entre autres aux communications, où on passe de 17 personnes en 2013 au mois de novembre et on se ramasse tout près de 63, 64 actuellement. Je ne vois pas en quoi ça apporte quelque chose de plus à la ville et que les gens sont mieux informés. Alors, je dis que c'est une gestion sans vision, sans odeur et sans saveur, et à chaque fois, on dépense, et là, on va voir le contribuable, et on dit maintenant, on augmente vos taxes. C'est inacceptable, les gens, leur pouvoir d'achat est grugé de plus en plus par l'augmentation du coût de la vie. Les salaires augmentent peu ou pas. Il y a des gens qui sont à la retraite, qui n'ont pas d'indexation sur leur pension. Ceux qui en ont une est tellement minime que ça ne couvre même pas ça, et à chaque année, la ville vient contribuer à cette perte de pouvoir d'achat en allant chercher de plus en plus d'argent dans la poche des citoyens. Ben moi, je trouve que ce n'est pas acceptable, ce n'est pas normal et je m'engage, la prochaine élection, de geler les taxes. Je vais les geler et l'augmentation de la taxe ne sera plus décrétée, mais c'est simplement l'augmentation de la valeur des propriétés qui, à ce moment-là, fait en sorte que le montant sur lequel la taxe s'applique est plus élevé, eh bien, sera en vigueur. Ça doit cesser, et ça ne doit pas se faire seulement au niveau Laval, ça doit se faire au niveau scolaire, au niveau provincial, puis au niveau fédéral. Les gens en ont assez de voir les politiques dépenser. On appelle ça dépenser l'argent des autres. Et je crois qu'on doit faire en sorte d'agir comme si c'était notre propre argent. On y fait attention à notre budget familial. Bien, faisons attention au budget de la ville, faisons attention au budget des autres niveaux de politique et d'administration. Arrêtons de vouloir acheter les gens avec toutes sortes de faux cadeaux, de promesses qui ne servent à rien, qu'on réalise parce qu'à un moment donné, on n'a plus le choix, ou on ne les réalise même pas. Mais bien souvent, ça continue à appauvrir les gens. Et c'est des petits groupes, quelquefois, qui en profitent. Ce n'est pas l'ensemble de la population. Il ne faut pas avoir peur de dépenser pour les choses essentielles, les choses qui touchent les services directs aux citoyens. Pour le reste, quand ce n'est pas essentiel, ben, il faut y penser à 2 fois. Monsieur Gauby, si vous serez élu maire de Laval en novembre prochain, quelles sont les premières décisions que vous allez prendre? Est-ce que c'est geler les taxes? Ce sont les premiers. C'est la première que je vais faire. Je vais aussi m'asseoir avec nos policiers si leur situation n'est pas réglée. Ça fait 3 ans qu'ils n'ont pas de contrat de travail. On a besoin d'avoir des policiers qui soient efficaces, qui soient motivés et qui soient bien traités. Ils assurent la sécurité, la tranquillité, la quiétude de vie des Lavallois et des Lavalloises. Eh bien, c'est anormal que ces gens-là aient une certaine frustration ou un certain désabusement parce qu'on ne prend pas l'effort de régler leurs conditions de travail. Et je trouve ça tout à fait inacceptable. Alors, ce que je veux dire, c'est les premières choses seront, on baisse on coupe l'augmentation des taxes, on gèle les taxes, on commence à régler les problèmes urgents comme ceux de nos policiers, on restructure différents services qui ont besoin d'être structurés. Quand je vois de la glace sur les trottoirs et les gens qui tombent, bien, je me dis qu'il y a quelque chose à faire là-dedans. Quand je vois au niveau des communications, ben, je me dis qu'il y a quelque chose certainement à faire là-dedans parce qu'on n'a pas forcément besoin de tout ça. Le développement économique, c'est la même chose. Ça va faire partie des premières actions que je vais faire et avec laquelle je vais demander à mon équipe de se préparer et d'agir en conséquence. Vous avez mentionné qu'il y a une négligence ces dernières années dans les infrastructures. Donc, si vous allez devenir maire, est-ce que, je vais reprendre vos paroles ici, vous promettez que Laval ne sera pas la capitale des nids de poules? Voilà, exactement. C'est inacceptable de voir que dans un grand nombre de rues,
grand nombre de quartiers. Nos infrastructures, nos rues, nos routes sont en train de commencer à ressembler à celles de Montréal par manque d'entretien. Il faut faire de l'entretien préventif et il faut aussi s'assurer que ça soit fait avec une bonne qualité. Alors très rapidement, il va falloir échapper, comme on dit en québécois, échapper les rues, et il faudra les refaire complètement, et ça va coûter encore là des centaines et des centaines de millions qui vont bien sûr se retrouver prises dans le fond des poches des Lavallois et des Lavalloises, tout en faisant en sorte, en plus, que ce n'est pas une qualité de vie, ce n'est pas une qualité agréable que d'avoir des trottoirs qui sont fissurés, d'avoir des trous devant chez soi, ou sur la rue qu'on emprunte tous les jours, de voir des gens qui se promènent en bicyclette, qui font du vélo. Ah, il y a une bande jaune pour dire qu'il y a une piste cyclable, mais roulez pas trop dessus parce que vous allez voir que vous allez tomber dans le trou puis vous allez faire une chute en bicyclette. C'est un des exemples aussi que je donne. Il y a un effort considérable à faire au niveau de la réhabilitation de nos infrastructures, puis il va falloir le faire. Et je vais le faire. Des jardins communautaires aussi et des potagers de voisinage. Mais oui, parce que vous avez proposé avec Mme Revelac. Oui, ça fait partie de la convivialité des quartiers. Les gens, moi-même, y compris moi-même, j'aime ça planter quelques pieds de tomates, du thym, du persil, de la coriandre. Moi, j'adore ces choses-là. Et c'est une activité de détente, de loisir, mais aussi c'est un apport économique en fruits et légumes de bonne qualité, qui ne sont pas issus de la grande production avec des pesticides et avec toutes ces choses-là. Et c'est tellement agréable de recevoir des amis, de faire une bonne salade de tomates, aller cueillir la coriandre, le basilic dans le jardin, le persil, et leur faire une bonne salade en été, comme ça, là, avec nos tomates du jardin. Ça me rappelle ce que ma mère faisait quand j'étais gamin en France. C'était une joie. Il faut pouvoir redonner à ceux qui le désirent ce service-là, cette joie-là, et ce plaisir-là. Et ça va être aussi quelque chose qui va me tenir à cœur. Et je voyais l'autre jour en France, cet été, l'autre jour, et je voyais j'avais un jardin dans une ville à Orléans, la ville où j'ai passé mon enfance, et c'était marqué les jardins d'Aglaé. Et là, j'ai souri, parce que ma conseillère municipale, qui fait ces demandes-là avec moi, s'appelle Aglaya. Oui. Et en français, c'est Aglaé. Alors, c'est devenu un peu quelque chose qui me fait sourire à chaque fois. Mais elle croit beaucoup à ça, et moi, j'y crois autant qu'elle, et je ne dirais pas plus, parce que ça ne se peut pas. Mais nous allons faire en sorte que ce service soit permis aux citoyens et prendre les mesures nécessaires pour que ça se fasse très rapidement. Monsieur Gobé, avec le dernier acte de barbarie survenu à Québec, en tant que chef de l'opposition ou en tant que futur maire, comment vous prévoyez prévenir ou protéger les citoyens? Mais tout d'abord, là je parle comme immigrant, faisons en sorte que les gens s'acceptent d'abord les uns les autres, vivent en harmonie dans la société. Moi, il n'y a rien qui me rend plus triste de dire « Ah, M. Gobé, c'est un Français. Hein? » Ou alors « M. Untel, c'est un Italien. » Ou l'autre, c'est un Libanais. Non, on est tous des Québécois, on est tous des Canadiens, mais on habite au Québec et on habite à Laval. Donc, nous sommes tous des Lavallois. Apprenons aux gens à vivre ensemble. Chacun apporte quelque chose. Chacun apporte une plus-value. Pourquoi aller mettre les gens dans des catégories issues de l'immigration, bien souvent de leurs parents en plus? Moi, je crois qu'il faut apprendre à vivre, apprendre à s'accepter, à se respecter. Maintenant, il y aura toujours des gens qui perdent la tête. Il y aura toujours des gens qui sont dérangés mentalement, qui regardent à la télévision là, ce qui se passe dans différents pays, au Liban, en Syrie, ou en Somalie, ou au Yémen, ou quelque chose. Et à un moment donné, ils dérapent complètement et on voit qu'est-ce qui arrive. On le voit dans tous les pays. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a du racisme dans la société québécoise et que c'est à cause de ça. Mais il y en a toujours dans toutes les sociétés. Mais c'est marginal en général. Pour plus que ça arrive, vous savez, est-ce qu'on peut
mettre sur écoute, contrôler, détecter tous les gens qui sont dérangés mentalement? D'après moi, non. Donc, il faut se prémunir contre cela le plus possible par le vivre ensemble, pas juste pour des raisons politiques, puis gagner des votes, puis dire je vais être tel groupe, ils vont voter pour moi, puis ci, puis ça, puis je leur dis qu'ils sont fins, qu'ils sont bons. Non, il faut y aller parce qu'on s'accepte, parce qu'on est ensemble, parce qu'on est un creuset duquel va émerger une nouvelle société, qui sera celle de nos enfants. Moi, mes enfants, leur père est français, mais je veux dire, j'ai des amis qui sont syriens ou syriennes, libanais, italiens. Leurs enfants sont nés ici. Bien, quand ils vont au collège Regina Assunta ou d'autres collèges ensemble, ou au cégep, ben, ils se fondent, ils vivent ensemble. Et c'est la nouvelle société qui va émerger. Puis promouvoir et voilà. l'acceptation Oui. des autres communautés. Oui. Oui. Selon votre Oui. opinion, et en faisant accent à ce que vous venez de dire, est-ce que vous pensez que les médias contribuent à créer directement ou indirectement la xénophobie quand ils font l'accent, quand il y a un événement, un problème, sur l'origine de la personne qui a commis cet événement ou ce crime? Ben, écoutez, il est indéniable que l'action des médias a une influence sur les opinions publiques, directement ou indirectement. Et il est vrai aussi que j'ai pu le remarquer, malheureusement moi aussi, qu'à l'occasion, lorsqu'il y a certains actes ou certains événements de nature criminelle ou autres, d'accord, qui se produisent, on remarquait le prévenu ou la personne d'origine, on va dire, italienne, libanaise, française ou autre chose. C'est quelque chose qui ne doit pas exister. Parce que ça n'a rien à voir si quelqu'un a l'esprit dérangé, qu'il soit français, italien, libanais, grec ou quelles que soient les origines, bien souvent de ses parents en plus. Hein? C'est subjectif. Alors, c'est vrai que ça peut contribuer à envoyer des messages à l'effet que certains nombres de gens qui ont l'origine moins lointaine que d'autres au Québec sont plus prédisposés que d'autres à certains comportements répréhensibles ou pas acceptables. Moi, je crois qu'on doit être prudent et que les médias doivent faire très attention à ce qu'ils disent. Par contre, vous remarquerez aussi que lorsqu'il y a des gens qui gagnent une médaille olympique ou quelque chose comme ça, là, on ne dit pas issu d'Italie ou de France ou la franco-québécoise. Les Français disent ça. Ils vont dire la franco-libanaise ou la franco-québécoise ou canadienne ou la franco-italienne parce que la personne a gagné une médaille avec l'équipe de France. Sa mère était italienne, son père était français ou vice-versa. Un exemple. On n'est pas obligé de dire ça aussi non plus. Je pense que tout le monde qui court dans une équipe ou qui fait de la recherche scientifique ou autre, eh bien, c'est un Québécois, un Canadien, et que tant mieux s'ils font des grandes choses, c'est pour le bien et l'intérêt de la société. Et il n'y a pas besoin, là, de mentionner d'où elle vient, pourquoi faire cela. Puis pourquoi le faire de l'autre côté aussi lorsqu'il y a un acte répréhensible ou inacceptable pour la société? Alors je crois que ça contribue tout ça à un moment donné à peut-être, surtout auprès des gens qui ont les esprits dérangés quelquefois, qui sont en problème, en stress ou en autre chose, eh bien à développer des comportements qui sont pas acceptables. Et on a pu le voir malheureusement. C'est à peu près le cas, d'après ce qu'on peut comprendre, du jeune homme qui a commis un crime totalement abominable et inacceptable. C'est un Québécois, mais il a dû être influencé à son insu par des émissions de télévision, des radios ou sur l'Internet. L'Internet, c'est mortel pour ça. C'est mortel. Et c'est tout ça qu'il faut corriger, c'est à tout ça qu'il faut faire attention. Sinon, bien, on reste exposé encore plus fort à la répétition de tels actes. Et il suffit de voir l'actualité internationale aux États-Unis. Très souvent, il y en a qui sortent avec un fusil, ils vont tuer des enfants devant les écoles. Ils ne peuvent pas le savoir à l'avance, on ne peut pas le prévenir. Mais comment notre société a perdu
toutes ses balises, a perdu ses repères. Donc, il y a un certain nombre de gens, ils dérapent, ils ne savent plus, ils perdent toute retenue sur tout, leur haine, leur vengeance, leur frustration, ils assument ça de façon violente. Et c'est pas nouveau, mais c'est encore plus fort de notre société moderne que ça l'a été par le passé. Mais on doit tout faire pour pas que ça arrive. Monsieur Gobi, en 2013, vous avez obtenu près de 25% du vote populaire. Quelles sont les causes de cette défaite et quelles leçons avez-vous tirées pour mener votre parti au pouvoir en novembre prochain? Mais écoutez, le contexte d'abord n'était pas le même. Rappelez-vous que moi j'avais 4-5 mois là, pour me préparer. Ma notoriété était très forte, elle est encore à Montréal, dans l'est de Montréal en particulier. Ici à Laval, elle l'était un peu moins, même si les gens quand même me connaissaient par les médias, mais pour mes actions au niveau du Québec au complet, ou pour Montréal dans la région. J'avais aussi dû recruter une équipe très rapidement, qui n'avait pas forcément, eux non plus, une très grande connaissance de l'action politique ou des services aux citoyens, enfin de la ville. Il y avait ça aussi. C'était la même chose au niveau de l'organisation. Et il y avait un contexte qui disait que après l'arrestation de Gilles Vaillancourt et les désordres à la ville qui ont suivi avec le maire suivant, ça ne peut plus durer. Et l'adversaire, celui qui est devenu maire, étant un policier à la retraite, les gens disent « Ah ben, un policier, ça rassure dans ces situations-là. » C'est vrai. Et ça a expliqué que j'ai terminé deuxième. Mais bien sûr, j'ai terminé deuxième et très loin devant tous les autres qui étaient là depuis plusieurs années sur la scène municipale ou provinciale ou fédérale de Laval. Et je crois que cette fois-ci, nous sommes prêts. Je suis prêt. Je vais avoir une équipe formidable avec des gens issus de différentes communautés, une équipe de l'intégration, des gens qui viennent de la communauté libanaise, des gens de la communauté italienne, de la communauté hellénique, la communauté juive, enfin d'autres communautés, québécoises bien sûr, très fortement, mais écoutez, j'ai parmi les gens de la communauté libanaise, Micheline Barbar, c'est une jeune femme qui est d'origine libanaise, bien sûr, mais qui est québécoise, qui est canadienne, qui travaillait au NPD et qui fait un doctorat en droit. J'ai Sayed Selem, qui est un homme très, très intégré, qui est issu, lui aussi, de cette nouvelle génération que je veux avoir, qui sont québécois à part entière. Et, bien sûr, il y a Élie Sader, qui est un homme très connu, très sympathique, très gentil. Puis ils sont tous des Québécois, puis tout le monde dit on est Lavallois, on est Québécois, on est Canadien, Québécois, puis Lavallois. Et puis chez moi, tout le monde a le droit d'avoir son opinion politique, et ça ne me dérange pas de ce côté-là. L'important, c'est qu'il soit déterminé et qu'il soit dévoué aux citoyens lavallois pour le meilleur de leur vie. La langue m'a fourché, j'ai confondu Sayed Melem avec M. Salem, qui est conseiller municipal à la ville de Montréal. Mais étant ami avec lui et l'ayant rencontré souvent, la langue m'a fourché. Alors je suis désolé de vous avoir dit ça. C'est vraiment Sayed Melem qui est candidat avec moi. Il est un bon monsieur d'ailleurs, que j'aime beaucoup et pour lequel j'ai beaucoup d'espoir dans l'avenir pour les Lavallois. Jean-Claude Gobi, quel est le message que vous aimeriez passer aux Lavalloises et aux Lavallois à travers notre journal et à la magazine? La caméra est d'accord. Mais écoutez, ce que j'aimerais vous dire, c'est que nous allons avoir une élection. Ça va être l'année prochaine, cette année, au début du mois de novembre. Depuis 4 ans, beaucoup de choses à la ville auraient dû être faites, qu'elles n'ont pas été faites. On a augmenté les taxes, on a des problèmes au niveau des infrastructures, on a des problèmes dans l'entretien des rues, des trottoirs. On a un certain nombre de problèmes, un grand nombre de problèmes au niveau du développement économique, au niveau de l'administration, de la lourdeur de l'administration et de la bureaucratie. Il y a beaucoup d'autres choses à faire, beaucoup de choses à changer. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que moi et mon équipe, Action Laval, nous allons nous attaquer à cela. Nous allons le réaliser. Et je vous assure, et je vous donne ma parole, que dès les premiers jours,
c'est ce que je mettrai en application et c'est ce que je vais faire. Et je crois que je le ferai dans l'intérêt de tous les citoyens, de toutes les citoyennes, pour un meilleur avenir, une meilleure joie, une meilleure qualité de vie et un meilleur fonctionnement de notre ville de Laval. Et je vous demande bien sûr de me regarder dans les prochains mois jusqu'à la fin de la campagne. Et je vous assure que si vous me faites confiance, vous ne serez pas déçus et vous ne le regretterez pas. Merci, M. Gauvé, et très bonne continuité. Merci. Merci. Merci d'avoir suivi notre entrevue. Vous pouvez nous suivre sur yalla.today, sur la chaîne YouTube Yalla Today et aussi sur notre page officielle de Facebook Yalla Magazine. Était avec vous Lina Atalla, Yalla Magazine. Merci et à la prochaine.